Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 25 mars 2021, au sommaire ce soir. Après plus de 2 ans de travaux, le chantier de la route des Gorges de l'Arly est entré dans sa dernière ligne droite. Et ce jeudi matin, une étape ô combien importante avait lieu avec le percement du nouveau tunnel des Cliés. Si tout se passe bien, la RD 1212 pourrait être rouverte à la circulation en juin prochain. Et puis direction le Chablais pour la fin de notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont opté pour le bio. Cyril Trabichet, un jeune entrepreneur commercialiste du thé bio, sans résidus de pesticides. Reportage complet dans ce journal. Un gros chantier pour débuter ce journal. Après plus de 2 ans de travaux, la route des Gorges de l'Arly, qui relie Ugine en Savoie à Megève en Haute-Savoie, sera bientôt rouverte. Un pas en avant a été franchi ce jeudi matin avec le percement du nouveau tunnel des Cliés. Ces travaux, d'un coût de plus de 25 millions d'euros, devraient donc s'achever dès le début de l'été. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Au cœur des Gorges de l'Arly, le chantier de sécurisation de la route avance à grands pas. 2 ans après l'éboulement qui avait emporté une partie de la RD 1212, un nouveau tracé a été trouvé. Une nouvelle route devenue réellement concrète ce jeudi matin avec le percement du tout nouveau tunnel des Cliés. Un ouvrage qui, comme le pont réalisé en aval, s'était imposé depuis quelques années déjà. Il y a 2 choses difficiles. C'est d'abord quel choix technique opérer, et là le tunnel s'imposait, et ensuite évidemment de mettre à disposition les crédits, mais c'est notre rôle de maintenir un réseau routier en Savoie le plus sécurisé possible et le plus praticable. Et cet axe entre Albertville, Ugine, Flumet, Megève, Salanches est absolument indispensable pour la vie des gens dans nos 2 départements de Savoie et Haute-Savoie. Une sécurisation qui représente également la moitié du budget alloué aux routes savoyardes. Car c'est bien l'éboulement de février 2019 qui a poussé le conseil départemental à réaliser d'un coup la totalité des travaux qui devaient à la base s'échelonner pendant encore au moins quelques années. Le tunnel, c'est à peu près 15 millions. Le pont qu'on a réalisé pour accéder au tunnel, un pont neuf qu'il a fallu réaliser, c'est entre 4 et 5 millions. Voilà. Alors, on est en train de faire les derniers calculs, mais entre tout ce qui va être fait, tout ce qui a déjà été fait, et ce que nous allons entreprendre là cet automne, on va certainement dépasser les 25 millions. Un investissement appuyé par les Hauts-Savoyards à hauteur de 2 millions d'euros et qui devrait donc enfin ouvrir aux véhicules d'ici peu, le gros du travail étant désormais terminé. L'objectif de réouverture de la route, c'est mi-juin prochain, donc on est dans 2 mois et demi. C'est l'objectif assigné aux entreprises, au bureau d'études. Donc il va rester effectivement, maintenant que le tunnel est percé, des travaux d'étanchéité, de génie civil et de chaussée, de réseaux divers à l'intérieur de l'ouvrage. En parallèle de travaux qui se mènent, je dirais, sur d'autres sections de la route, juste au-dessus du tunnel, de sécurisation, dernière sécurisation en falaise, et puis derniers travaux qui ont été menés tout au long de ces 2 ans, de réparation, d'entretien, de maintenance de ponts et de murs de soutènement également. Si tous savent que le risque zéro n'existe pas en montagne, on espère désormais que le nouveau tracé résistera aux crues et éboulements caractéristiques du secteur le plus longtemps possible. Avec un taux d'incidence de 293 pour 100 000 habitants, la Haute-Savoie est l'un des départements sous surveillance en vue d'un éventuel reconfinement. La tension hospitalière est extrêmement forte dans le département. Pourtant, les campagnes de vaccination se poursuivent. À Annecy, elle a lieu notamment à Cap-Péria depuis le 19 janvier dernier, dans le plus grand centre de Haute-Savoie. Là-bas, 30 employés municipaux sont aux côtés des soignants et de la sécurité sociale chaque jour. Les capacités ont été augmentées cette semaine. De 8 lignes de vaccination, le nombre est passé à 14 et 2 lignes seront désormais dédiées aux médecins généralistes pour leur permettre de vacciner leurs patients. Dans le département, 20 000 personnes éligibles à la vaccination n'ont pas encore voulu ou pu franchir le pas. On écoute quelques réactions recueillies ce jeudi sur place par Fenêtre de Buisson. Oui. Il faut convaincre les gens, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est vrai que le plus à même de convaincre le patient, c'est son médecin traitant, son infirmière, son pharmacien, parce qu'ils le connaissent. Là, ce qui a été organisé, c'est donc ce centre de vaccination important et un numéro dédié sur lequel le médecin va inscrire ses patients pour qu'ils soient vaccinés soit par un confrère qui est volontaire et qui est là, soit pour qu'ils soient vaccinés par le médecin lui-même qui va libérer une plage et qui va dire mardi après-midi de 14 à 17 h, je suis là-bas, venez, je vous vaccinerai là-bas. Donc ce qui nous permet d'avoir la logistique, l'appui technique, les moyens administratifs qui sont mis à disposition pour pouvoir être plus productifs, puisque le but c'est quand même de vacciner un maximum de gens
dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour pouvoir arriver à cette immunité collective dont on rêve tous pour se sortir de là. Alors il y a une montée en puissance qui correspond à l'arrivée en fait des doses de vaccins. Et donc nous on met en place la logistique nécessaire pour qu'on puisse vacciner le maximum de gens. Ici on vaccine avec du Pfizer, donc on est passé de 300 vaccins par jour, maintenant à 500. Actuellement, on est en vigilance renforcée. Si on n'arrive pas à stopper la dynamique pandémique, ça risque d'être plus dur pour tout le monde demain. Notre département pourrait être éligible au confinement tel qu'on peut le voir dans des départements du Nord. Et j'ajoute qu'à compter de ce samedi, partout en France, les plus de 70 ans pourront se faire vacciner. Pour le centre d'Annecy, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur santé.fr ou au 04 80 48 11 30. Une nouvelle annulation d'événements culturels officialisés. Les organisateurs du festival Rock & Poche ont annoncé l'annulation de l'édition 2021 qui devait avoir lieu les 30 et 31 juillet prochains à Aberpoche dans le Chablais. Sans surprise, cette décision est motivée par le contexte sanitaire actuel et les nombreuses contraintes. En attendant l'édition 2022 et les 30 ans du festival, l'organisation travaille sur un nouveau concept pour animer le village cet été. Un mot de justice avec un gros coup dur pour Ghislaine et Michel Pinel, les parents d'Anne-Cécile Pinel, cette Française disparue en Croatie lors d'un festival de musique électronique dont les ossements ont été retrouvés en janvier 2018. Le juge en charge de l'affaire leur a fait parvenir au début du mois une ordonnance de non-lieu, une décision qui clôt le dossier pour le moment puisque Ghislaine et Michel Pinel ont immédiatement fait appel. Nous avons pu les joindre ce jeudi. Je vous propose d'écouter leur réaction. Bon, une réaction mitigée parce que depuis le temps que les instances de la justice ne faisaient plus rien, on s'imaginait bien que ça allait aboutir à un non-lieu. Mais par contre, la réaction, c'est qu'elle se prononce alors qu'il y a encore de multiples réponses à apporter sur des questions qui ont été posées et que la justice n'a pas daigné donner suite. C'est une ordonnance de non-lieu avec un classement qui dit que s'il y a des nouvelles charges, le dossier pourra être ouvert. Mais bon, ceci dit, l'ordonnance par elle-même de non-lieu ne nous plaît pas parce que toutes les réponses n'ont pas été apportées et nous estimons que tout n'a pas été fait. Alors déjà, la suite des événements va prendre un certain délai puisque nos avocats disent que réponse de l'appel pas avant le mois de septembre. Et dans tous les cas, nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des réponses qui soient apportées et qu'on puisse fermer certaines portes de cette enquête. À savoir que pour l'instant, elles sont toujours ouvertes parce qu'il n'y a pas ces réponses et que personne n'a daigné se pencher dessus. Dès le départ, Anne-Cécile a été cataloguée comme étant une droguée fréquentant les festivals. Et donc, voilà, l'affaire s'arrête là, il n'y a pas d'intérêt de la poursuivre. Oui, c'est exact, oui. C'est vrai qu'ils l'ont catalogué comme étant quelqu'un de très dépendant aux drogues, chose que nous, on ne connaît pas d'Anne-Cécile, du tout. D'ailleurs, tout l'argumentaire pour le prononcer de non-lieu, tout l'argumentaire du juge est quasiment axé sur ça, quoi. Anne-Cécile est droguée, dépendante, elle a pris beaucoup de substances. Voilà. Donc, tous ces types de réponses vont alimenter notre colère, et notre colère est notre moteur. Donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas des réponses à nos interrogations, on continuera. Peut-être que les réponses qu'on obtiendra ne permettront pas d'aboutir sur l'exactitude du décès d'Anne-Cécile, mais ça, pour nous, ça fera avancer l'affaire. À l'heure où la France est secouée par une crise sans précédent, les élus locaux viennent soutenir les initiatives de réindustrialisation locale. C'est notre cas notamment de leur convoquer le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est venu ce jeudi matin soutenir un projet d'envergure à Payonnet, en Haute-Savoie. Il s'agit d'H3 Bike, un concept de vélo électrique automatisé et connecté qui sera fabriqué par des industries au Savoyard et financé par le plan France Relance. La région aura alloué une enveloppe de 400 000 € pour ce projet de mobilité douce. Laurent Wauquiez nous explique l'importance de l'économie circulaire au micro de Marine Schneider. Quand on n'a pas
quand on n'a pas d'industrie, on dépend des autres. Et moi, je veux que ça s'arrête. Ça fait des années que je me bats pour qu'on relocalise, qu'on ramène les emplois chez nous. Et tout ce que fait la région sur la sortie de crise, c'est de mettre de l'argent pour soutenir des projets comme H3 Bike. Faire en sorte qu'on puisse ramener chez nous des projets, de la fabrication, de la construction. Et je pense que chacun d'entre nous, au moment de la crise, on a réfléchi et on s'est dit, mais stop, quand on achète des produits qui sont fabriqués n'importe où, ça pollue la planète, on détruit les emplois chez nous et à l'arrivée, on affaiblit notre pays. Moi, quand j'étais gamin, on avait des vélos qui étaient fabriqués en France, notamment sur le bassin de Saint-Étienne. Et puis, on a vu tout ça partir avec la concurrence chinoise, la concurrence asiatique et plus aucun vélo qui sont fabriqués vraiment en France et dans notre région. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de montrer que c'est possible. Et que si on y met de l'énergie, si on travaille tous ensemble, on peut sortir pour la première fois depuis des années un vélo fait 100% chez nous, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France. Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour et ce soir je reçois M. Patrick Mignola. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir à l'image Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2015, lors de son élection, vous aviez noué un accord avec lui. Vous étiez même son vice-président délégué au transport jusqu'en octobre 2017. Où en sont vos relations aujourd'hui? Se sont-elles réchauffées? Elles sont toujours de bonnes relations parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des mauvaises relations personnelles, même quand parfois on a des désaccords politiques. Vous n'êtes plus conseiller régional depuis votre démission en octobre 2018. Serez-vous candidat et tête de liste pour ces élections régionales prévues les 13 et 20 juin prochains? Non, je ne serai pas candidat parce que dans la période très compliquée qu'on occupe aujourd'hui, avec la crise sanitaire, les conséquences économiques et sociales, les grandes lois pour lutter contre le réchauffement climatique, mon devoir est de faire d'abord d'assumer ma responsabilité à l'Assemblée nationale. Je préside un groupe, un des deux groupes de la majorité. Mais en revanche, je serai présent dans cette campagne, évidemment, pour soutenir ceux qui représentent mes convictions. Et en l'occurrence, ce sera probablement une liste conduite par Bruno Bonnell, qui est un homme de très grande qualité, qui n'est pas là pour aller se battre avec les uns et les autres. J'ai bien compris qu'il y avait un calcul chez Laurent Wauquiez ou chez Najat Vallaud-Belkacem, qui était un calcul où, après les régionales, il voudrait sans doute participer à un événement qui se passe l'année prochaine, je crois, qui est l'élection présidentielle. On y reviendra. Moi, je pense que dans ces élections régionales, il faut parler de la région. Et avec Bonnell, c'est surtout ce qu'on va essayer de faire parce que les enjeux sont là. Vous venez d'en parler d'ailleurs à l'instant. Laurent en a plutôt bien parlé. C'est bien d'ailleurs de dire qu'il faut réindustrialiser la région. Je pense qu'il aurait peut-être même pu le faire avant. Ce sera donc une liste MoDem. Pas plus d'alliance, plus d'accord avec... Ce sera une liste de La République En Marche et du MoDem. Et au fond, ce ne sera pas une liste d'étiquettes. L'important, c'est que les familles de la majorité se retrouvent, mais qu'après on mette ces étiquettes dans une petite boîte, qu'on les jette au lac, et qu'on essaie plutôt de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément engagés dans la vie politique, qui sont ceux qui font la vie économique, la vie sociale, la vie sanitaire, la vie associative de cette région. Ça, on a des enjeux formidables. Le conseil régional, c'est la collectivité qui doit parler d'économie, et on a besoin de relance économique, qui doit parler d'aménagement du territoire. Et on voit bien qu'entre les grandes métropoles et les espaces ruraux ou les montagnes qui vont avoir besoin de relance demain, on a besoin que la région soit évidemment présente. Et c'est la collectivité qui peut lutter le mieux contre le réchauffement climatique en faisant muter nos sources d'énergie vers des énergies moins carbonées, plus propres. Donc rien qu'avec ça, il y a vraiment de quoi bosser avant même de parler de l'élection présidentielle. Justement, cette élection présidentielle, dans un an, ce mercredi soir, Xavier Bertrand s'est déclaré officiellement candidat à cette élection. Marie Schneider, qui a donc suivi Laurent Wauquiez ce matin, lui a demandé son avis, on l'écoute. Mon seul travail pour l'instant, c'est de protéger ma région, c'est tout. C'est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer. Et je pense que chaque élu, où qu'on soit, pour l'instant, notre seul travail, c'est protéger. On n'est pas sorti de la crise. C'est d'abord ça qu'on doit faire. Une réaction, Patrick Mignola? Oui. La présidentielle, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à l'avenir? Il pensait toujours, n'en parlait jamais. Voilà. Mais Xavier Bertrand a fait le choix exactement inverse de celui de Laurent Wauquiez. Lui, il y pense, mais il le dit. Au moins, il y a quelque chose de sincère. Laurent Wauquiez, il pense, il ne le dit pas. La réalité, c'est qu'elles sont dans toutes les têtes, mais qu'il faut se tenir à une seule ligne. Aujourd'hui, on est tous angoissés. On est tous fatigués. On est atteint psychologiquement par l'année qui vient de s'écouler. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, on est en mois de mars 2021. Rappelez-vous ce qui se passait en mois de mars 2016, avant la présidentielle de mai 2017. Quelqu'un aurait-il imaginé le scénario de la présidentielle de 2017 ? 1 an et demi avant ? Pas du tout.
Personne n'imaginait qu'Emmanuel Macron serait président de la République. Personne n'imaginait que la droite s'effondrerait sur ses propres contradictions internes, que la gauche n'arriverait pas à rebondir. Voilà. Je pense que dans la période qu'on vit, on a intérêt à bosser, à empiler les initiatives, à soutenir les plus fragiles. Et on comptera les points à la fin de la crise en espérant que la fin de la crise sera pour cet été. Et vous, justement, les présidentielles, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser dans un avenir ? Non, alors c'est vraiment très gentil d'y penser par solidarité savoyarde, mais vous savez, moi j'ai été maire 20 ans. C'était des moments les plus formidables dans ma vie politique. J'ai été conseiller général, j'ai été conseiller régional. J'aurais jamais dû devenir député parce que normalement, quand on est centriste, on s'est toujours battu par la droite ou par la gauche. J'ai eu la chance, grâce à Emmanuel Macron, d'être élu député. J'entends bien le rester et je vais vous faire une confidence. Je pense qu'arrivé à 50 ans cette année, je pense que je ne suis pas assez fou pour m'intéresser à la campagne présidentielle parce qu'il faut un petit grain de folie quand même pour avoir ça. J'ai envie de travailler pour celles et ceux qui, faisant émerger une génération nouvelle de trentenaires, de quadragénaires, vont être capables de nouveau de renouveler profondément la vie politique. C'est plutôt ainsi que je conçois mon rôle ici. Parlons de la crise de la Covid-19 et toutes ses conséquences. Les derniers chiffres ne sont pas très rassurants. Pas très rassurant pour deux raisons. D'abord, sur le plan sanitaire, on sait qu'il faut avancer à marche forcée sur les vaccins, qu'on devrait tenir. Ça y est, on a quand même un certain nombre de certitudes pour qu'on soit bien dans l'objectif des 10 millions de Français, 20 millions de Français, 30 millions de Français d'ici le 15 juin qui soient vaccinés. C'est la seule façon de remporter la bataille sanitaire. Après, il y a une deuxième vague, qui est la deuxième vague économique, parce que là c'est troisième vague sanitaire, mais deuxième vague économique. En Savoie, en Pays de Savoie, on va avoir des grands fleurons de notre industrie qui vivaient au service de la montagne, qui peuvent vivre des années blanches. Vous avez tout l'outdoor annécien, vous avez tout le système de remontée mécanique, mais vous avez tout un écosystème économique qui travaillait autour de la montagne. Alors, on a mis en place un plan de soutien extraordinaire, mais je suis obligé de reconnaître, j'étais très fâché le soir où on a décidé de ne pas ouvrir les montagnes. Mais je suis rentré dans le bureau du Premier ministre avec un plan à 280 millions d'aides pour nos montagnes, j'en suis ressorti avec 400 millions. Le Premier ministre avait déplafonné l'ensemble. On n'a jamais eu autant de mesures de soutien, mais un jour, elles s'arrêteront. Et là, il faudra certainement entrer au soutien de ces entreprises, à leur capital, en quasi-fonds propres, pour que l'année blanche qui s'annonce, parce que Rossignol, Salomon, Poma, ils ont les stocks et ils ne pourront plus relancer leur production industrielle l'année prochaine, on soit à leur soutien pour qu'ils ne s'affaissent pas et qu'à partir de 2021-2022, on retrouve une vie normale, un écosystème qui nourrit les Savoyardes et les Savoyards. Et puis probablement, il faudra muter. Parce que moi, je n'oppose pas le ski et le 4 saisons. Il faudra qu'on relance le ski et il faudra aussi qu'on pense la montagne 4 saisons. Parce qu'avec le réchauffement climatique, je suis sûr qu'il y aura encore de l'activité en montagne, même s'il y a un peu moins de neige. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Patrick Mignola. Merci à vous. À bientôt. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont fait le choix du bio. Pour le troisième et dernier épisode, nous prenons la direction du Chablais pour aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui est parti à la conquête des papilles avec sa marque Curiauté. Avec son thé bio, Cyril Trabichet compte faire diffuser cette boisson plus vertueuse pour la santé puisqu'elle ne véhicule pas les résidus de pesticides, un choix assumé qu'il a expliqué à Marine Schneider à l'heure du thé. Chaque semaine, c'est le rituel. Cyril rend visite à Frédéric, son distributeur. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Tu es venu faire un peu le point sur des produits? Oui, tout se passe bien? Oui, écoute, ça va bien. Là, on a un petit peu de tout. Il y a peut-être 7 variétés qu'il faudrait que tu ramènes. D'accord. Cyril, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près qu'il est avec nous au magasin. Et moi, je le connaissais déjà antérieurement puisqu'il était venu faire un stage dans mon exploitation. C'est quelqu'un qui est très réactif. Et voilà, dès que ça nous manque un produit, il est là. Dans les 2 jours, on va dire, on est réapprovisionné. C'est ce qui est très important pour nous. Depuis bientôt 1 an, cet ancien consultant en entreprise s'est lancé à plein temps dans la vente de thé bio, même si au départ, ce n'était pas sa tasse de thé. J'étais pas forcément un grand buveur de thé. Je buvais du thé de mauvaise qualité, mal infusé. Puis j'ai eu la chance de découvrir du bon thé que j'ai eu envie de faire partager. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui me parlait plus, avec un produit qui me correspondait, des valeurs aussi qui sont les miennes. Et pendant cette crise sanitaire, Cyril collabore à distance avec un partenaire basé dans le sud de la France. Il le met en relation avec des producteurs de thé bio, car pour lui c'était non négociable, il voulait diffuser du thé non traité. Contrairement à une pomme, ou un fruit, ou un légume, on ne peut pas l'éplucher, on ne peut pas le rincer avant l'infusion.
Donc tous les résidus de pesticides qui sont sur les feuilles se retrouvent dans l'infusion. Le bio pour moi, donc c'était l'essentiel quand on se lance dans le thé. Et pour élaborer ces recettes, il n'y a rien de plus simple, il faut les goûter. Généralement, soit des futures recettes que je prépare, soit des thés d'autres marques pour découvrir aussi un petit peu ce qui se fait, pour apprécier des nouveaux goûts, des nouvelles associations de saveurs. Parce qu'aujourd'hui, le thé, les marques, on a une palette très riche et c'est important de s'inspirer et de commencer la journée donc bien inspiré, si j'ose dire. Pour arriver en Haute-Savoie, ces feuilles de thé suivent la route de la soie. Elles viennent de Chine pour le thé sencha et d'Inde pour le thé noir. Son objectif à terme, faire grandir l'entreprise et amener davantage de curiosité à Curiauté. Les hommages se multiplient au surlendemain de l'annonce du décès de Julie Pomagalski, prise dans une avalanche en Suisse. La mémoire de l'ancienne championne du monde de snowboard a été saluée par Luc Fay, le directeur des équipes de France de snowboard, comme vous pouvez le voir à l'image, avec un cœur formé par les jeunes pousses de la détection Snowboard Cross. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, le 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine à la précarité grandissante. Fanette Debuisson reçoit un médecin et une assistante sociale de la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital d'Annecy. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Marine Schneider pour le journal. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée.